Bienvenue à cette formation en ligne sur l'élaboration d'un projet de coopération transfrontalière. Comme vous le savez, on peut distinguer cette étape clé pour construire un projet de bonne qualité. Examinons maintenant la dernière étape, la définition des indicateurs. Lorsque la conception de votre projet est terminée, vous devez en effet penser à la façon dont vous saurez que le projet atteint ses objectifs. Pour cela, vous avez besoin d'indicateurs, c'est-à-dire d'une description vérifiable de vos réalisations, vos résultats et vos impacts en termes de quantité, de qualité, de temps et de lieu. La définition des indicateurs est aussi une étape importante pour spécifier plus précisément ce que vous souhaitez réaliser et obtenir avec vos partenaires au sein de ce projet. Les indicateurs d'impact mesurent les effets à long terme de votre projet, notamment la contribution du projet aux objectifs du programme. Idéalement, ils peuvent donc être tirés des indicateurs du programme. Néanmoins, vérifiez la stratégie et les exigences de votre programme de coopération transfrontalière, car ce n'est pas toujours le cas. Les indicateurs de résultats mesurent le changement positif que le projet apporte, en particulier au groupe cible. Les indicateurs de réalisation mesurent les biens, les services et les infrastructures produits par vos activités. Dans les cas pertinents, il est important d'inclure la possibilité d'une ventilation des indicateurs, en particulier une ventilation par sexe. Pour que la mesure d'un indicateur soit significative, vous avez besoin d'une valeur de départ, appelée point de référence. C'est la valeur avant que le projet ne commence et réalise un changement. Vous devez définir une valeur cible. C'est le niveau désiré que le projet vise à atteindre. Pendant la mise en œuvre du projet, vous mesurerez la valeur actuelle de l'indicateur pour vérifier que vous êtes en bonne voie d'atteindre votre valeur cible. Vous devez évidemment identifier où et de quelle manière vous trouverez les informations sur ces valeurs. Les informations peuvent provenir de documentation interne au projet, comme des rapports ou des études scientifiques, ou de données externes, comme par exemple des statistiques officielles. Dans les vidéos précédentes, les partenaires Anna, Boris et Carla ont conçu la logique d'intervention de leur projet sur la base d'un travail analytique solide. Voyons maintenant comment ils vont définir les indicateurs et les sources de vérification de leur projet. Pour moi, ça c'est une partie essentielle. Ça va nous montrer si on a vraiment la même compréhension de la stratégie du projet. Et ça nous permettra de savoir à quel point on parvient à atteindre nos objectifs, pendant et après le projet. Oui, mais on doit voir si on peut trouver des sources d'informations de qualité suffisante. Nos partenaires commencent par le niveau des résultats. Le niveau des réalisations est plus facile. Ils ne croient pas qu'ils auront là de sérieux problèmes avec les indicateurs. Bon, d'abord, parlons de l'utilisation excessive d'engrais. Comment est-ce qu'on pourrait mesurer ça ? En tout cas, il n'y a pas de statistiques officielles à ce sujet. Les agriculteurs eux-mêmes ne le savent pas. Donc comment est-ce qu'on peut mesurer au niveau global ? On devrait d'abord identifier exactement ce qu'on veut mesurer, et ensuite les sources d'informations possibles. D'accord, donc on veut mesurer l'utilisation excessive d'engrais. Ça devrait être en kilos ou en tonnes ? Oui, mais je pense que parler juste d'engrais, c'est trop vague. Les partenaires cèdent parfois à la tentation d'aller de l'avant sans devenir vraiment spécifiques grâce aux indicateurs. Souvent faute de temps, car ce sujet vient en dernier. Est-ce qu'on va mesurer seulement les engrais naturels ou aussi les engrais synthétiques ? Je pense que ça devrait être les deux. Vraiment ? Je pensais qu'on parlait de ce qui était produit dans les fermes et utilisé ensuite sur place. Bon, du point de vue environnemental, est-ce que ça fait une différence si les agriculteurs utilisent des engrais synthétiques ou naturels ? Pas que je sache. Même si les processus sont différents, les deux peuvent augmenter le niveau d'azote. C'est une bonne observation. Mais il faut creuser un peu plus. Votre stratégie ne concerne pas seulement les niveaux d'azote, mais les niveaux excessifs. Oui, c'est vrai. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer quel niveau est suffisant ? La faculté d'agronomie a élaboré une formule pour déterminer la quantité d'azote nécessaire.
Oui, mais et si les agriculteurs ne connaissent pas les paramètres de cette formule pour leur propre terre? On pourrait demander à l'université d'effectuer une étude plus précise à ce sujet, maintenant et à la fin du projet. Vous voyez que cette discussion sur les indicateurs n'est pas seulement la fin du processus de développement du projet, mais elle peut aussi générer des activités supplémentaires nécessaires, telles que cette étude universitaire. Je ne crois pas qu'on ait le temps, compte tenu de la date limite de l'appel à proposition. Peut-être qu'ils pourraient faire une estimation en fonction de leurs connaissances actuelles maintenant et faire l'étude plus précise au moment où on commencera nos activités, si on obtient le financement. Ça nous donnera une base de référence plus récente et donc une estimation plus juste de l'effet de notre projet. D'accord, on peut faire comme ça. Alors, quelle sera notre valeur cible? Impossible à dire si on n'a aucune valeur de base de référence. Nos partenaires découvrent des estimations approximatives de l'année précédente, sur la base desquelles il est possible de calculer un excès d'utilisation d'environ 15 000 tonnes d'azote au total pour les deux côtés de la frontière. Ils décident de prendre ce nombre comme base de référence pour cet indicateur. Les scientifiques indiquent également que l'utilisation de tests d'azote pourrait entraîner une réduction des 2/3 de ce nombre. Les partenaires prévoient qu'ils atteindront au moins la moitié des agriculteurs des deux régions. Sur cette base, ils fixent la valeur cible à 10 000 tonnes. Vérifions maintenant si cet indicateur est assez précis. Nous l'avons spécifié qualitativement, uniquement l'azote à la fois synthétique et naturel, quantitativement, valeur de base et valeur cible. Nous avons la période, la fin du projet, le groupe cible, les agriculteurs, et le lieu, les régions de Rivala et Alavir. Connaissez-vous l'acronyme anglais RACER pour les indicateurs? D'accord, essayons. La pertinence est bonne, car elle est étroitement liée au résultat qui correspond, mais au niveau de l'acceptation, on peut bien sûr le formuler avec les experts, mais j'aimerais bien savoir ce que pensent les agriculteurs eux-mêmes. Oui, c'est sûr. On devrait faire une réunion avec la coopérative agricole. Boris, tu peux nous organiser ça? Pas de problème, je les vois plus tard aujourd'hui. Très bien, j'essaierai aussi de rencontrer les associations d'agriculteurs la semaine prochaine. Nos partenaires ont des réunions et il s'avère que les agriculteurs seraient d'accord en principe, mais qu'ils préféreraient ne pas faire de tests au début de l'automne, lorsqu'il est prévu que le projet devrait commencer, car c'est une période très chargée pour eux. En revanche, ils ne feront aucune fertilisation avant mars. Par conséquent, il est décidé de faire l'étude de référence en février. Par ailleurs, les agriculteurs acceptent de fournir des données sur leur utilisation actuelle d'engrais, ce qui permettra de vérifier les estimations par l'université. Qu'en est-il de la crédibilité? Cet indicateur est-il facile à comprendre pour les non-experts? Est-ce qu'il pourrait être mal interprété? Je crois qu'il est assez simple. Si on explique comment il est mesuré, ça devrait être assez facile de le comprendre, même pour la population en général. On pourrait aussi demander au journal régional d'écrire un article si nécessaire. Et je suppose que la facilité du suivi n'est pas un problème, d'autant plus qu'on va acheter l'équipement de test pour l'azote dans le cadre de notre projet, et qu'on peut compter sur l'université pour faire les calculs. À quel point diriez-vous que notre indicateur est robuste? Est-ce qu'il peut être manipulé? Bon, d'abord je dirais, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait le manipuler? Les agriculteurs s'intéressent à réduire leur utilisation et en tout cas l'université sera impliquée dans le traitement des données, ce qui rend la manipulation difficile. Super! Donc, notre premier indicateur est RACER. Les partenaires répètent cette procédure pour les autres indicateurs et identifient finalement des indicateurs et des sources de vérification pour tous les niveaux de la logique d'intervention du projet. Vous trouverez ici plus d'informations sur la définition des indicateurs et des sources de vérification. Après avoir suivi les 7 étapes du développement de projet, Anna, Boris et Carla ont maintenant un aperçu solide de leur projet de coopération transfrontalière. Sur cette base, ils peuvent élaborer leur planification d'activité et leurs prévisions budgétaires, confiants que si leur projet est financé, il apportera des avantages concrets à leur région frontalière. Reste à remplir le dossier de candidature avant la date limite de l'appel à proposition. Nous espérons que vous avez apprécié cette formation en ligne sur le développement d'un projet de coopération transfrontalière et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans le développement de vos projets.